Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo lore, deuxième partie sur la boîte Léviathan. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, eh bien, on a la campagne qui sortira après, séparément. Mais pour l'instant, elle est présente que dans la boîte de la V10 Léviathan. Eh bien, cette aventure, c'est du nouveau lore. C'est bien sûr l'avancée de la flotte Léviathan qui passe par le Segmentum Pacificus et puis qui se rapproche discrètement comme ça, enfin discrètement pas tant que ça, mais qui se rapproche en tout cas du Segmentum Solar et bien sûr de Terra. Donc où est-ce qu'ils vont aller? Ça je ne sais pas encore. Est-ce que ça va être arrêté ou pas? Je ne sais pas encore parce que je vous rappelle que j'ai pris je n'ai lu que la deuxième partie pour l'instant, donc il reste toute une partie du lore que je n'ai pas lu comme ça. Je vais pouvoir faire des conjectures comme mon habitude. Alors bien sûr cette vidéo elle est disponible directement sur YouTube, mais vous pouvez aussi la voir sur Tipeee en avance dans une version complète, sans pub et en entier. C'est-à-dire que vous avez les trois parties qui sont directement intégrées dans une seule vidéo. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo sans attendre, sans pub, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Tipeee. Déjà moi, eh bien ça récompense un petit peu tout le travail que je peux vous faire. Et puis ça me permet de vivre tout simplement, parce que je vous rappelle que c'est comme ça que je suis payé à la fin du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tout ça, c'est vraiment des choses qui font que la chaîne peut continuer à avancer. Je vous rappelle aussi que je suis partenaire avec ManyUbiPlace et que vous pouvez trouver des figurines à moins 20%. Il n'y a même pas que du Games, il y a maintenant du Star Wars Légion, du Shatterpoint, pour les amis qui seraient intéressés par le lore et qui joueraient aussi aux figurines. Et j'espère que vous êtes nombreux. Et en tout cas, j'espère que ces vidéos lore peuvent vous donner aussi envie de jouer aux figurines. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, on fait un petit peu le point. Vous avez les lames de sol qui sont des flottes autonomes et qui sont vraiment assez dangereuses pour la flotte ruche tyrannide. Alors, bien sûr, en combat frontal, il n'y a vraiment aucune chance, étant donné que la masse est vraiment énorme sur les différentes flottes. Donc, je vous rappelle que vous avez deux vrilles, la vrille Nautilon et la vrille Prométhor. Ces deux vrilles, en fait, se rejoignent plus ou moins et suivent des chemins, en tout cas, parallèles. Donc, les lames de sol, eh bien, elles viennent justement jouer les petits moustiques, en fait, et viennent essayer d'handicaper l'avancée de cette flotte ruche. Alors on se rend compte quand même que malgré tout c'est assez efficace. Pourquoi? Parce que ce sont toujours en fait des petites attaques qui ne sont pas prévues à l'avance bien sûr par la flotte ruche et qui vont les prendre de surprise. Et étant donné qu'on a affaire à des vétérans, des capitaines très expérimentés, des vaisseaux de combat très puissants, eh bien on vient juste piquer, essayer par exemple de détruire un vaisseau ruche, par exemple, essayer d'aller à un endroit donné et puis tuer toutes les créatures synapses. Vous voyez, vraiment essayer d'avoir des actions qui sont très pertinentes et qui ont un impact vraiment fort. Bien sûr, dès que la contre-attaque arrive, l'idée c'est de s'enfuir pour ne pas perdre la flotte, parce que les lames de sol sont beaucoup plus efficaces pour essayer comme ça de grappiller des petites unités tyrannides à droite à gauche, plutôt que se sacrifier et puis en emporter le double de ce que vous avez pris jusqu'à présent, mais sans espoir de pouvoir continuer. Et alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est bien, du coup, ça va marcher. Cette technique marche et fonctionne, et les flottes ruches, en fait, sont plus ou moins ralenties. Parce que, bien sûr, on imagine qu'à l'échelle de la galaxie, la progression, elle est assez compliquée pour les différentes vrilles. En tout cas, se coordonner avec les différentes vrilles, c'est, malgré tout, c'est compliqué, parce que l'avancée n'est pas homogène. Forcément, quand on rencontre de très faibles, en fait, résistances, le monde va être vite assimilé, puis on peut passer à un autre monde, et ainsi de suite. Le problème, c'est quand on arrive sur des zones avec beaucoup de résistance, eh bien ça va consommer beaucoup de biomasse, et la vrille en tout cas qui est là, qui a consommé beaucoup de biomasse, même si elle gagne, elle va mettre un certain temps en fait pour se reconstruire, pour assimiler la biomasse, reformer des organismes, reformer des vaisseaux, et ainsi de suite, se régénérer. Ce qui fait que il y a une sorte de fragmentation des vrilles, et on s'aperçoit aussi que les lames de sol en fait sont capables de s'échapper des flottes tyrannides. Ça c'est aussi quelque chose qui est un élément qui joue énormément pour eux, c'est que elles peuvent attaquer et puis si le besoin se fait sentir, réussir à s'échapper, parce qu'elles peuvent distancer en fait les biovaisseaux et arriver à une zone où l'onde dans le warp ne fait plus effet, ce qui leur permet de passer dans le warp et puis d'aller à un point de saut, réparer, aller peut-être à un point, justement à un point bastion, à un point d'ancrage. Vous savez, les points d'ancrage, c'est les zones qui sont créées par l'Imperium pour faire justement office de port
pour les lames de sol, réappareiller et puis après repartir, revenir piquer et ainsi comme ça gratter en fait de l'énergie et puis embêter vraiment les vrilles. Alors c'est vraiment quelque chose qui est efficace, mais malgré tout, des fois il y a quand même des pertes évidemment. Des fois, eh bien, les lames de sol se font prendre à revers, ne sont pas capables de s'échapper, ou alors parfois, et c'est encore un plus grand sacrifice, eh bien justement, elles décident de se sacrifier et de venir renforcer un monde parce que elles se disent que il y a un gain qui est énorme si on peut retarder l'avancée des flottes-ruches. Alors, ils n'espèrent pas gagner, mais ils espèrent qu'en tenant le plus longtemps possible, ça va permettre, eh bien, par un effet domino, de renforcer encore plus le monde suivant, qui lui-même va tenir un peu plus longtemps, ce qui va permettre au monde suivant de tenir encore un peu plus longtemps, et ainsi de suite, jusqu'à mécaniquement arriver à un moment donné où il y aura suffisamment de défense pour arrêter vraiment les flottes tyrannides. Alors cette technique, elle s'avère vraiment payante, parce que justement, Nautilor et Prométhor, les deux vrilles, en fait, ces deux flottes ruches, eh bien, se trouvent assez fragmentées pour que l'Imperium puisse imaginer remporter la bataille finale. Donc là, bien évidemment, vous vous doutez que ça va pas se passer aussi bien. Et bah justement, alors qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu? On va regarder comment ça se passe du côté de Bastion. Bastion, c'est la planète en fait qui a été choisie comme point d'ancrage par Lord Leontus, hein, le seigneur solar. Et il a aussi Phalanx qui est en orbite. Donc c'est peut-être le point de défense le plus important de la galaxie à l'heure actuelle contre la 4e guerre tyrannide. Je vous le rappelle, l'Imperium a décidé de nommer ça la 4e guerre tyrannide. C'est dire que tout le monde a pris conscience que maintenant on est en guerre, que c'est contre les tyrannides, que c'est une nouvelle flotte ruche. Alors c'est Léviathan qui est déjà connu, mais c'est peut-être la masse complète de Léviathan qui va arriver. Alors comme d'habitude, il n'y a aucun moyen de sonder, de savoir exactement quelle est la force de l'ennemi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important dans le lore de 40 000, c'est vraiment la menace tyrannide. On n'a aucune idée de sa force, de sa puissance. On peut, par exemple, sur les orques, se dire, ok, ils maîtrisent 8 systèmes, donc 8 systèmes, sur chaque planète, il y a tant d'orques, donc ça fait tant de milliards d'orques. D'accord, ça c'est un chiffre fini, alors qu'avec les tyrannides, étant donné qu'ils arrivent de l'extérieur de la galaxie, il n'y a rien qui permet de dire si on est au début de l'invasion, si c'est une petite vrille, si toute la force tyrannide est déjà plus ou moins arrivée et qu'il ne reste que des parcelles, ou alors est-ce que c'est bien sûr que l'avant-garde, enfin voilà, on est dans le flou et c'est ce flou là qui est assez séduisant. Alors ça permet bien sûr pour les auteurs et les scénaristes de pouvoir jouer assez facilement parce que on a l'impression que bah voilà, ces flottes ruches là, Nautilon et Prométhor, ces deux vrilles, elles sont en train de s'essouffler et puis tout d'un coup il arrive une autre flotte ruche qui arrive elle-même aussi par le dessous, encore une fois, du disque galactique. Et cette flotte ruche, elle va s'appeler Grendilus. Et en fait, Grendilus est beaucoup plus grosse que les deux flottes ruches qui étaient déjà colossales et bah voilà, c'est là où l'espoir, encore une fois, mais c'est toujours ce subtil équilibre en fait. Au début, désespoir incroyable, il y a trop de biovaisseaux, finalement les lames de sol arrivent, on contrebalance. Donc de l'autre côté, on se dit, ah, on peut peut-être y arriver, on peut peut-être le faire, au prix de sacrifices bien sûr incommensurables, mais on peut peut-être le faire. Et là, vous avez eh bien, la flotte ruche qui arrive par en dessous, et qui arrive bien plus profondément que là où sont avancés en fait les deux vrilles, et qui viennent attaquer tout un tas de monde, et qui se rapprochent très fort de Bastion, c'est-à-dire vraiment là où est Leontus. Donc ça, à mon avis, ça va être un combat qu'on va avoir droit, auquel on va avoir droit. Ah oui, jusqu'à présent, j'ai appelé ça Bastion, mais ça s'appelle Sanctum. La planète, elle s'appelle Sanctum. Donc c'est un bastion de défense. Ouais, je tricote un peu, mais voilà, c'est Sanctum, cette planète. Elle a Phalanx et Leontus. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Est-ce que Leontus aura un poids encore plus grand que le Phalanx? Ah, c'est pas impossible. Hein. Est-ce qu'on va arriver même, là je suis en train d'imaginer, au sacrifice de Phalanx pour arriver à stopper la menace tyrannide? Comme je vous ai dit, j'ai pas lu la suite, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on peut imaginer ça en fait? Phalanx, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit perdu? Pourquoi pas? Alors après, là je suis en train d'essayer de trouver des parallèles. Un des parallèles qui m'est venu tout de suite, c'est avec le vaisseau monde Bieltan, qui est un des vaisseaux mondes les plus connus. Hein. Vous avez eu le Toué, Bieltan, Seman. Bieltan, c'était le plus belliqueux, le plus vindicatif, celui où on pouvait estimer qu'il avait le plus de force. Et en fait, dans Gathering Storm, il a été fracassé. Mais
il est encore là. Vous voyez, il y a toujours cette notion très chère aux auteurs de Warhammer 40 000 de se dire, c'est comme le Dreadnought, c'est-à-dire que il a été terrassé, il est quasiment détruit, mais il est encore là et il tient bon. Et au final, bon voilà, il est estropié, mais il est là, il est dans un sarcophage de Dreadnought. Bieltan a été coupé en deux, mais bon, il est toujours là. Donc on a sacrifié le vaisseau, mais il est encore là. Est-ce que la même chose pourra avoir lieu pour Phalanx? Écoutez, c'est pas impossible. De là à ce que Phalanx soit complètement détruit, honnêtement, là ce serait vraiment une grosse avancée. Je sais pas s'ils oseraient aller jusque là, à moins que de derrière ils nous sortent oui, mais au final il y a Phalanx 2 qui était caché dans une lune, on avait dit qu'on le sortirait au dernier moment. Bon bah voilà, là au final on le ressort. Je sais pas, je pars dans des petits délires, mais j'ai vraiment du mal quand même, là c'est mon pronostic, j'ai vraiment du mal à imaginer que Phalanx soit sacrifié. Non, je ne pense pas, ou en tout cas, ça sera vraiment waouh. Et à la rigueur, tant mieux, parce que ça ferait vivre encore une émotion. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est quand il se passe des choses aussi immenses auxquelles on ne croit pas, en fait, que les auteurs réussissent à nous prendre, à nous faire dresser le poil, parce qu'on s'y attendait pas, on pensait pas que ça pouvait aller jusque-là. Ça va jusque-là, ça avance, et moi, encore une fois, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, mettez en commentaire, est-ce que Phalanx va y passer ou pas? Mystère et boule de gomme. Alors après on a un petit encadré qui nous présente la planète de Sanctum. Donc la planète de Sanctum, elle est assez verdoyante, donc on imagine un petit peu les Alpes, donc c'est à dire qu'il y a plein de montagnes, il y a plein de prairies verdoyantes, et c'est le monde chapitral des White Templars. Alors qu'est-ce qu'on peut définir déjà? Les White Templars, ça ressemble aux Black Templars. Alors j'ai pas fait de recherche, hein, j'avoue, j'ai pas fait de recherche sur les White Templars, mais je me dis comme ça vite fait, White Templars, Black Templars, successeurs des Imperial Fist, Phalanx, Imperial Fist. Il y a une sorte de logique là-dedans dans tout ça. Donc on peut imaginer par contre que ce chapitre qui nous sort un petit peu de nulle part, lui-même par contre se sacrifie pour Phalanx, parce que c'est le chapitre géniteur, le chapitre parent, donc ce sera assez cohérent. Donc j'imagine peut-être que c'est pour ça qu'ils sont là. En tout cas, on nous dit que la plupart des White Templars ne sont pas sur la planète, ils sont en train de se battre dans... Alors, ils se battent de l'autre côté de la cicatrice Maledictum, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment que le Segmentum Pacificus, c'est peut-être celui où on est le plus éloigné. C'est assez étonnant que ce soit eux qui aillent se battre de l'autre côté, mais bon, après, on imagine que pourquoi pas. Moi, ce que j'estime en fait sur le pourquoi ils ne sont pas là en train de défendre leur monde chapitral, c'est sans doute parce que, ils vont revenir comme des cavaliers. On va avoir sans doute une force, encore mon petit pronostic, mais vous voyez, quand on vous met ce genre de choses, moi je peux pas imaginer que c'est pas derrière parce qu'on a une petite idée. Donc, encore une fois, petit pronostic, les White Templars vont sans doute revenir au dernier moment, voilà, pour faire pencher un petit peu la balance. On a toujours comme ça en fait des petits effets qui viennent changer les choses. Alors, en tout cas, la seule chose c'est que, on nous dit qu'ils ont accepté de sacrifier encore une fois le joyau qu'était leur planète pour qu'elle soit militarisée de façon extrêmement conséquente. Donc il n'y a plus d'herbe, on a tout rasé, il n'y a plus de montagnes aussi, on peut imaginer qu'on a tout rasé. L'Imperium a cette capacité, si vous avez lu les romans de l'hérésie d'Horus, il y a cette capacité assez facilement pour l'Imperium de raser en fait les montagnes, d'utiliser la matière première pour les transformer en tranchées, en bastions, etc. Donc à voir si ça va suffire ou pas, mais on le saura juste après, peut-être. Alors il y a un personnage dont je vous ai pas encore parlé et qui nous est présenté, donc je pense qu'il va avoir son rôle à jouer, c'est le maître de groupe Tyson Yakobe. Alors lui, il est à la tête d'une grande force de combat et il est en train de défendre et de patrouiller aux alentours du système Sanctum. Alors pour lui en fait c'est un petit peu triste. Alors il sait que c'est une tâche ingrate parce qu'en fait il est là que pour nettoyer les petites poches de résistance, pour essayer vraiment d'avoir une sorte de cordon sanitaire autour de Sanctum. Il trouve aussi même que toutes les flottes qu'on lui a données, toute cette force serait bien mieux employée ailleurs, bien mieux employée en faisant par exemple d'autres lames de sol ou ce genre de choses, et c'est un petit peu dommage, mais il sait malgré tout que ce serait horrible pour Leontus si quelque chose venait à mal se passer, donc il accepte cette tâche de façon assez humble. Donc il envoie différents groupes de combat pour justement patrouiller, et en fait il va perdre progressivement contact avec certains groupes de combat. Donc un groupe de combat, le groupe numéro 3, ne répond plus, donc il se dit tiens c'est étonnant quand même, on va aller enquêter. Donc il envoie un autre groupe de combat, donc à chaque fois on peut imaginer que c'est 5-6 vaisseaux, quelque chose d'assez restreint, mais malgré tout d'assez conséquent à l'échelle de Warhammer 40 000.
On l'a vu avec les lames de sol, hein. Il suffit pas, enfin une flotte c'est pas forcément 200 vaisseaux, même 5-6 vaisseaux, voilà. Ce qu'on avait l'habitude de jouer à Battlefleet Gothic, et oui. Donc voilà, faut bien que je le place à chaque vidéo quand même. Non, bon. Non. Alors, donc il perd contact avec ces flottes-là, et même les flottes qui sont envoyées pour prendre des nouvelles et enquêter, elles-mêmes disparaissent. Donc au final, il se dit, ok, il se passe vraiment quelque chose. Au lieu de continuer à envoyer mes petits morceaux de flotte un par un, on va vraiment se rassembler et on va aller enquêter. Donc ils se rassemblent, et c'est là qu'en fait, dans un point de rassemblement, donc on ne dit pas exactement comment ça se passe, mais peu importe, eh bien, il y a quelques éléments de cette fameuse flotte 3 qui reviennent et qui portent l'alerte, que les Tyrannides sont vraiment très très proches du système de Sanctum, et que, bien, encore une fois, c'est la flotte ruche Grindilus, qui est, alors, genre les noms, j'ai vraiment du mal à chaque fois, hein. Grindilus, c'est ça. Cette flotte ruche est inarrêtable et va directement sur Sanctum, donc il faut absolument faire quelque chose. Donc ce que décide Iacobée, c'est d'envoyer quelques vaisseaux très rapides pour porter le message à Leontus, pour lui dire attention, il y a des Tyrannides qui sont passés par en dessous et qui vont attaquer directement bien loin des deux. Alors c'est même là où on peut se dire que peut-être l'organisme Tyrannide, dans sa globalité, il est assez malin, parce qu'en fait, il attaque assez loin, hein, dans le Segmentum Pacificus, pour envoyer justement bien, les quelques flottes encore disponibles à l'extérieur et laisser un peu dégarni le Segmentum Solar, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. Hein. Phalanx, il était sur Terra, et il a été envoyé, donc il était dans le Segmentum Solar, il a été envoyé dans le Segmentum Pacificus pour arrêter ces flottes tyrannides, et au final, le plus gros de la force arrive par en dessous, donc directement à un endroit qui est plus dégarni. Donc ce qui va se passer, c'est que lui décide malgré tout de faire un petit peu comme les lames de sol, et d'essayer d'aller à la rencontre de cette flotte ruche, donc Grindilus, et de l'empêcher de venir le plus... d'essayer de l'empêcher, de lui faire gagner du temps en fait, et puis de retarder cette avancée. Alors on nous reparle aussi un petit peu des différentes réactions qu'on peut trouver, qu'on peut rencontrer dans l'Imperium. Donc on a différentes choses. On a par exemple sur une planète où il y a le culte du martyr qui est très développé, eh bien ils accueillent avec ferveur l'arrivée des Tyrannides, parce qu'ils vont pouvoir justement eux-mêmes subir le martyr, tout comme leur saint. Donc voilà, ils sont très fervents, ils sont prêts à combattre. Il y a aussi d'autres zones où c'est même du déni qui peut arriver. En fait, certains qui sont très révérents avec l'empereur estiment que l'empereur ne laisserait pas en fait une menace venir en fait les attaquer, étant donné qu'ils sont membres de l'ecclésiarchie. Donc c'est impossible que l'empereur Dieu puisse laisser une telle chose arriver. Donc ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est assez fou, parce que ils se rebellent contre les ordres de fortification, les ordres de levée en masse de l'armée, et ils disent non, on ne doit pas, ça n'existe pas. À tel point qu'on va même déclarer hérétique le fait de parler de cette vrille. Si on parle simplement en disant les Tyrannides arrivent, etc., eh bien on est hérétique, tout simplement, ça n'existe pas. Donc là c'est du déni, c'est assez fou hein, quand même, je trouve ça assez fou, et forcément sur la planète il y a des gens qui vont dire mais non, on peut pas laisser faire ça, et ça va conduire à des guerres civiles. Donc après, moi ce que je me suis dit, c'est que forcément au sein de ces guerres civiles il peut y avoir en fait du culte Stealer. On va rappeler, le culte Stealer va intégrer les différentes strates de la politique sur un monde, et au sein de ce monde, forcément, ça peut être assez facile d'atteindre un stade assez élevé et de dire non, il ne faut pas en parler, non, on n'en parle pas parce que l'empereur Dieu, voilà, l'empereur Dieu a 8 bras. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui, à mon avis, alors là en l'occurrence, on nous dit pas vraiment que c'est le culte Stealer, mais bon, on peut l'imaginer. Donc sur Sanctum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Leontus reçoit la mise en garde de Iacobée, et du coup il décide de déclencher le protocole sanctuaire. Alors le protocole sanctuaire, tout simplement, c'est de rappeler toutes les forces pour défendre en fait le monde d'ancrage, et il y a 3 systèmes. Alors le monde d'ancrage, il est pas forcément, alors c'est au niveau de la carte, bon, c'est pas forcément très intéressant parce que c'est des mondes qu'on va sans doute qui vont brûler, qu'on va oublier juste après. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a 3 systèmes qui sont capitales dans le fonctionnement de la défense de Sanctum. Donc on a
Formidir, on a Pyrophos et on a Castaïl ou Castel, je ne sais pas, on va dire Castel. Et ces 3 mondes vont être les mondes à protéger le plus possible, les systèmes à défendre pour protéger Léontus et puis l'Imperium. Là, à chaque fois, je dis Léontus, Phalanx, mais bien sûr, eux-mêmes seraient prêts à se sacrifier, je l'imagine. Et le but derrière ça, c'est de stopper l'avancée de la flotte russe Léviathan, quoi qu'il en coûte. Alors je suis pas un grand fan de la géographie, mais je vous mets quand même la carte. Et donc sur cette carte, vous pouvez voir les différentes zones. Donc on voit les 3 systèmes, qui sont les systèmes sanctuaires. Donc système Formidir, donc lui en fait, il se retrouve près des larmes de Sainte-Catherine. C'est une zone dans laquelle on va retrouver un petit peu de tout. Donc vous avez des orques, des pirates orques, qui viennent attaquer les mineurs. Donc quand on dit mineurs, eh bien oui, on pense aux ligues de Votann. C'est normal, ils sont là maintenant. Donc on en a des petites parcelles comme ça. C'est vrai que les ligues de Votann sont censées être vers le centre galactique. Donc là, techniquement, on peut pas vraiment les impliquer, mais voilà, là, on nous les parsème un petit peu comme ça. Donc l'idée, c'est de dire, vous voyez, dès qu'il y a des astéroïdes, mine de rien, on peut quand même avoir quelques ligues Votann, voilà, qui sont en train de miner des ressources très loin du centre de la galaxie, du noyau galactique, mais elles sont là quand même. Donc on a, voilà, ces troupes-là qui vont s'affronter avec des orques qui sont là pour les embêter, les flottes russes tyrannides qui arrivent. Donc on a souvent en fait cette notion de différentes parties, différentes espèces qui vont s'affronter. Donc c'est bien parce que ça ralentit forcément les tyrannides. C'est bien parce que si vous jouez autre chose que Imperium ou tyrannide, eh bien vous avez quand même des chances de participer à la sans doute future campagne qui sera autour de ça, donc qui est peut-être déjà même une sortie, je ne sais pas à l'heure actuelle. Mais ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le système de Pyrophos. Alors lui, il est autour d'une anomalie d'étoiles radioactives. Donc cette zone-là est censée protéger en fait le système de ce côté-là et faire une sorte de rempart imprenable. Donc là encore une fois, on raisonne vraiment bien en 2D. Heureusement que les tyrannides sont là pour raisonner en 3D et arriver par en dessous, parce que là sinon le mur spatial des étoiles radioactives, ça devrait être une sorte de sphère, vous voyez, une sorte de sphère radioactive. Bon, peu importe, je passe. Là vous avez aussi alors un personnage orc qui est mis souvent en avant, c'est le mouse boss des rocs qui brillent. Voilà, donc à voir si lui veut venir avec une sorte d'armada aussi, constitué de différents Space Hulk, pour faire aussi pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On le découvrira sans doute bientôt. Alors le 3e système solaire, le système Castaïl, lui en fait il est pour l'instant relativement protégé parce que comme vous le voyez en bas, la flotte russe elle va passer par la nébuleuse de Source-Crow. Alors c'est une zone qui a été longtemps interdite et cette zone là en fait eh bien elle est constituée de particules psychoactives ou d'entités, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y avait le Facilitum Rho 26 qui était une station de recherche de l'Adeptus Mechanicus qui effectuait bien évidemment des recherches sans doute très secrètes à cet endroit-là. Et en fait, eh bien, elle a déclenché l'activation de la nébuleuse et la nébuleuse s'est transformée en une sorte de peut-être portail vers le warp. Et en tout cas, des démons sont apparus. Et là, on a justement un conflit tripartite entre les tyrannides, les démons et l'Adeptus Mechanicus. Alors comme je vous ai dit, l'idée c'est de, si vous êtes un joueur qui n'est pas Tyrannide ou Imperium ou Cult Mechanicus, d'avoir quand même votre mot à dire. Et bien si vous êtes un joueur Necron ou un joueur Eldari ou Drukhari, on peut regarder le système de Pala, ici, là. Si, il est pas là, mais s'il est là. Le système Pala, ouais, j'ai pas résisté, désolé. Ce système-là, en fait, eh bien, il est occupé, enfin, il a été interdit aussi par l'Imperium. On n'avait pas le droit d'y aller. Et en fait, c'est parce que dessus, il y avait une faune et une flore très dangereuses. Donc bien sûr, ça attire les Tyrannides, parce que les Tyrannides, ils ont envie justement d'aller chatouiller ça. Alors par contre sur le diagramme c'est assez étonnant parce que on voit pas de vrille en fait. Normalement je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'il devrait y avoir une petite vrille qui va vers le système Pala, parce qu'en tout cas, on a les tyrannides qui luttent contre la flore et la faune, mais une fois qu'ils ont gagné, parce que les tyrannides gagnent contre ça, eh bien, il y a en fait des mondes nécropoles, et c'est toute une cité métropole qui s'éveille avec eh bien, les nécrons qui sont des adversaires redoutables pour les tyrannides, parce qu'ils ne sont pas faits de biomasse, ils ne sont pas soumis à la peur, ils sont juste des automates plus ou moins programmés, donc ils avancent inexorablement aussi, peu importe les pertes, peu importe l'ombre dans le warp en fait, parce que autant contre des individus qui ont une petite résonance, une conscience, une intuition, et bien l'ombre dans le warp ça peut peser très fort, contre les nécrons, et bien du coup c'est pas une arme qui est très puissante, et puis aussi ce qui se passe c'est qu'on va pas gagner en fait la force de l'adversaire, parce qu'on peut pas récupérer les ressources mécaniques, donc voilà, et puis on nous dit aussi qu'il y a encore un petit peu quelques petits
petits raiders Drukhari justement qui viennent chipoter des petites bestioles tyrannides pour leurs arènes, et puis des vaisseaux mondes. Alors on n'a pas de nom, mais on sait que les Eldari viennent aussi et interviennent avec des armes de destruction colossale qui avaient disparu depuis des éons. Vous savez, à chaque fois, dès qu'on parle des Nécrons, souvent il y a ce côté extrêmement technologique avec des armes colossales, autant de justement la guerre contre les anciens. Voilà, ces armes s'éveillent à nouveau pour venir faire pencher la balance du côté des Nécrons. Alors malgré tout, une des choses qui est assez étonnante avec cette vrille Grendilus, c'est qu'elle se trouve très concentrée en fait, parce qu'elle attaque uniquement le sous-secteur de Sanctum, et c'est assez étonnant. Et donc tous les stratèges impériaux se demandent pourquoi il y a une telle concentration à un point donné. Alors personne n'a de théorie plus ou moins valable. Est-ce que la flotte russe a connaissance de l'existence de Léontus? Est-ce que c'est une menace assez puissante? Est-ce que, un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Farsight, sur cette vidéo-là, il y a un élément sur une planète, il se trouve que de façon coïncidentielle, c'est justement le monde de Sanctum. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est vraiment étonnant, c'est que contrairement d'habitude, eh bien, il y a une concentration vraiment forte de tyrannides sur un seul endroit. Alors après, on va nous redonner quelques exemples de réactions humaines. Par exemple, on a dans les hautes tours, les nobles de l'Ethnor qui, eux, se disent « Bon, de toute façon, tant qu'à mourir, autant passer les derniers temps qui nous restent à nous amuser. » Donc, orgie, boissons, etc. On imagine tout ce qu'on veut. Et en fait, ben voilà, ils sont dans la débauche en attendant que les tyrannides viennent les grignoter eux-mêmes. Et au final, eh bien, en fait, ils se font tuer, non pas par les tyrannides, mais par les forces de défense planétaire qui trouvent que justement c'est l'endroit le plus sécurisé pour faire le dernier carré, et en fait ils livrent leur dernier carré parmi cette orgie du coup. Donc ils tuent bien sûr les nobles juste avant, histoire de faire bonne mesure, de pas être déstabilisés, ce serait dommage de regarder à gauche alors qu'il y a un tyrannide qui arrive à droite. Et puis voilà, mais bon, bien sûr ce monde est complètement assimilé et tout un tas de mondes comme ça vont disparaître. Donc on nous cite pas mal d'exemples. Alors c'est des exemples vraiment très très rapides, très fugaces, mais on sait qu'il y a des actes incroyables qui se perdent en fait dans l'ombre, dans le noir, parce que personne ne saura jamais. Il y a une phrase qui m'avait marqué dans une série que peut-être vous avez vu, qui était au-delà du réel, et souvent ils mettaient des petites phrases comme ça. Il y en avait une qui était: le plus grand des héros est celui qui se sacrifie en sachant que personne ne le saura jamais. Et en fait vous avez ça tout au long de ce chapitre. Donc on a vraiment l'avancée tyrannide qui est inexorable malgré ce qu'on peut faire. Autant les lames de sol avaient vraiment le pouvoir, et c'est là aussi où on remet encore un petit peu les lames de sol. Les lames de sol, elles ont quand même réussi à avoir un impact sur l'avancée des vrilles Neptulon et Prometteur, mais là sur la vrille Grendilus c'est impossible parce que les lames de sol ne sont pas là. Donc c'est là où on voit aussi que les lames de sol ont vraiment un impact réel. Et après au-delà de ça, on peut en rationaliser le fait que oui, une sorte de bataille c'est beaucoup plus efficace, ça a un réel impact. Oui, un Space Marine ça a un réel impact, c'est plus pondérant. Et là oui, une lame de sol, même si ce n'est constitué que de quelques vaisseaux, ça a un réel impact sur justement le combat. Alors on nous reparle un petit peu aussi des différentes entités Xéno. Alors ce qui est amusant avec les orques, c'est que les orques, quand ils apprennent justement qu'il y a des tyrannides, eh bien pour eux c'est la fête, parce que les orques, ce qu'ils veulent avant tout, c'est d'avoir une bonne baston. Et qui de mieux que les tyrannides pour faire une bonne baston, hormis peut-être les démons. Et encore les démons ils aiment pas trop, parce que les démons ils se vaporisent, ils peuvent pas les découper, etc. Alors que les tyrannides, je pense que c'est vraiment, hormis peut-être un autre orque, mais les tyrannides sont tellement dangereux, sont plus dangereux que les tyrannides, enfin que les orques. Et je pense que les orques ont la conscience que les tyrannides sont vraiment l'espèce la plus dangereuse qu'ils peuvent affronter. Et bien pour eux c'est la fête, et donc du coup ils se rassemblent le plus possible et ils s'amassent le plus possible en allant joyeusement bien à la rencontre des tyrannides, pas pour les arrêter, mais juste vraiment pour se battre avec eux. Alors si vous faites partie des gens qui sont inspirés par les récits de l'or pour faire des tables, eh bien on nous donne quelques exemples en fait de force, de frappe, qui se battent encore malgré tout, malgré le fait que la planète soit déjà en train d'être assimilée. Donc c'est-à-dire que vous pouvez totalement imaginer une table de jeu avec des tours capillaires, vous savez, des fosses de digestion, et une planète qui serait vraiment complètement assimilée. L'assimilation commence bien sûr alors qu'il y a encore des poches de résistance, donc on peut imaginer qu'on va livrer bataille à ce moment-là, ou alors une force vient faire une extraction sur un dernier carré, vous voyez, ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à vous inspirer du lore pour faire votre table de jeu, c'est quand même plus joli que les tables de tournoi.
Alors pour continuer dans cette veine de justification fluffique pour des choses qui peuvent rentrer en jeu, eh bien vous avez des alliances qui vont se créer avec les ligues Votann, parce que les ligues Votann sont suffisamment intelligentes pour mettre de côté les rancœurs ou quoi que ce soit et de faire eh bien une alliance avec l'Imperium. Alors après, on se rappelle aussi que dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que l'Imperium, lui et les lames de sol n'étaient pas... n'arrivait pas à faire d'alliance avec les Xénos et du coup bah voilà, si un Xéno vient et te propose son aide contre les Tyrannides, quand tu es du côté de l'Imperium tu fais non. Par contre eh bien les Votann eux acceptent en fait quand l'Imperium arrive, donc voilà, à voir. Bon après évidemment comme c'est aussi l'Imperium, on imagine que c'est les lames de sol qui représentent le côté peut-être le plus fanatique du genre humain et le plus xénophobe justement on peut dire du genre humain, mais aussi les plus grands héros, voilà. Mais c'est typique de Warhammer 40 000, les plus grands héros sont les gens les plus noirs. Alors vous le voyez, hein, dans cette deuxième partie, je pense que c'est là aussi où on structure beaucoup de choses. Donc on nous ramène un nouveau personnage, enfin qu'on a déjà entendu parler. Donc c'est le premier capitaine des Ultramarines, à savoir Severus Hageman, qui lui est à la tête d'une lame de sol. On nous reparle un petit peu de lui. Donc c'est un des vétérans de la première guerre tyrannide. Alors après, j'ai pas été recherché, mais je me rappelle que le lore sur la première guerre tyrannide, c'est que le dernier carré, le dernier Terminator qui défendait une des forteresses au pôle, a été tué en même temps que le dernier tyrannide en face. Donc est-ce qu'on peut vraiment être un ultramarine vétéran des guerres tyrannides? Je sais pas, à moins d'avoir été vraiment en orbite sur Macrage, je ne pense pas, hein, parce que on dit bien que toute la première compagnie avait été décimée. Donc être un vétéran de la première compagnie, tout ça, ça demande explication. Donc on imagine sans doute qu'il a été à ce poste justement après et que lui-même est venu et puis a trouvé, par exemple, on peut le fantasmer ça, il a trouvé le dernier représentant de la première compagnie et puis voilà, il a récupéré un morceau de son armure. Bon ok, là c'est moi qui pars un peu loin. Mais en tout cas, Hageman, c'est vraiment celui, encore une fois, qui veut lutter le plus contre les tyrannides. Évidemment, il a ses raisons. Et en fait, lui, il a aussi un plan. Et en fait, son plan consiste à capturer des entités tyrannides. Pas simplement les éradiquer, mais pour lui, gagner contre les tyrannides, ça veut dire comprendre leur motivation, comprendre leur fonctionnement, et c'est capital pour lui de capturer des différentes souches génétiques tyrannides, les analyser, justement savoir comment lutter contre. Donc il va avoir ce rôle-là. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui doit être assez important. Alors après, vous savez, moi j'aime bien relever à chaque fois qu'il y a de nouvelles entités plus ou moins qui sont présentées, qui sont sans doute des futures armées qui sortiront un jour, ou alors après aussi je me dis c'est peut-être simplement des peuples qui sont mis en avant, histoire de nous faire imaginer des choses, mais sans que ce soit vraiment réellement représenté. Donc on a les Rudes, on a aussi les Mébris, alors j'avais jamais entendu les Mébris, et après la Viro-Alliance de Gloutik. Donc ça c'est pareil, si vous avez quelques informations. Alors moi je vous ressors toujours cette image là qui était dans la V8 même, je crois que c'était dans la V8 que c'est apparu en premier, où on avait quelques voilà, illustrations depuis le temps. Bah, moi j'attends toujours hein, que ces nouvelles armées sortent. Après vous dites mais il n'y a pas déjà assez de figurines comme ça, il n'y a pas déjà assez de nouvelles armées. T'as eu les Votann, oui ou non? Bon oui c'est vrai, mais quelque chose qui soit vraiment très différent, parce que la Ligue Votann, bon là je fais un petit parallèle, mais petite parenthèse pardon, mais c'est des nains, ok, c'est des squats, ok, on sait, mais quelque chose qui serait vraiment totalement inédit et qui prendrait ses racines dans quelque chose qui n'est pas tolkieniste, c'est-à-dire pas des nains, pas des orques, pas des elfes, pas des humains chevaliers ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui soit vraiment de la pure SF. Franchement, ce serait assez séduisant et moi je serais vraiment pour. Et encore plus gros, donc si l'on en croit certaines sources, une armature stellaire Jokairos. Alors qu'est-ce que c'est qu'une armature solaire Jokairos? Vous vous rappelez que pour l'instant Jokairos, donc on a vu il y a une figurine hein, qui existe de Jokairos, c'est un petit singe, et en fait les Jokairos ils donnent en fait des anneaux, et ces anneaux c'est une sorte de canon laser. Donc vous avez certains nobles qui possèdent en fait des anneaux qui sont des canons laser portatifs, donc des armes incroyablement technologiques. Donc si on imagine qu'un petit anneau ça balance un laser de la mort, on peut imaginer qu'une structure, une armature stellaire, ce doit être un méga blaster de la mort qui tue tout, et on peut imaginer une sorte de planète killer x20, ce genre de choses. Mais en tout cas, je serais curieux si des gens ont des informations, si vous avez déjà entendu parler d'une armature stellaire Jokairos, eh bien, je veux bien que vous donniez les infos. Ce serait intéressant. Bah, merci à vous.
Alors, du côté des tyrannides, on ne reste pas non plus inactif, hein, on n'est pas juste sur une attaque massive en attendant que ça passe ou ça casse, mais eh bien, les tyrannides s'adaptent. Donc, on vous a parlé déjà du maître des essaims, eh bien, on a des retours, en fait. Le maître des essaims est apparu sur un autre conflit. Donc, vous savez, en fait, chez les tyrannides, contrairement aux autres espèces, forcément, eh bien, les héros, qui sont assez caractérisés, typiquement le maître des essaims, eh bien, il peut y en avoir. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs en même temps? Ça reste une question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même quand vous l'avez tué, un peu à l'image de ce qui se passait avec les démons, eh bien, la flotte ruche, l'esprit tyrannide peut recréer ce personnage vraiment en lui donnant en fait quasiment toutes les informations qu'il avait déjà. Donc on peut imaginer que sa mémoire en fait une sorte de mémoire collective, qu'elle est codée génétiquement, qu'elle est retransmise psychiquement, qu'elle est sauvegardée par les organismes tyrannides, la masse tyrannide, et qu'on peut recréer comme ça un maître des essaims. Donc le maître des essaims qui a été évacué par un frère rempart capitaine des Custodes, dans la vidéo d'avant, je ne me rappelle plus son nom, eh bien, vous le retrouvez ici, à un autre endroit de la galaxie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant, parce que vous avez ces fameux héros qui peuvent changer vraiment le cours de la bataille, qui sont là où on a besoin d'eux, de façon un petit peu magique, de façon un petit peu instantanée. Il faut le mettre des essaims à l'endroit, voilà. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais pourquoi ne pas pouvoir créer plusieurs maîtres des essaims, et puis à la limite avoir une force qui serait constituée d'une dizaine de maîtres des essaims? Je ne sais pas. Voilà, bon, je sais pas, peut-être qu'en termes de règles, c'est limité à un seul personnage spécial, peut-être, un personnage unique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qui reste en suspens. Je pense que là, on touche un petit peu aux fragilités du lore. À chaque fois qu'on veut que quelque chose soit très fort et inaltérable, eh bien, il y a toujours en fait des faiblesses qui sont inhérentes. C'est pareil quand on reprend ça à un gron, on dit oui, mais c'est les clous du boucher, oui, mais quand il se régénère, est-ce que du coup, ça se régénère aussi? Oui, parce que c'est la volonté de Khorne. Bon, ok, là, ça passe. Là, pour les tyrannides, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'un seul maître des essaims? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, à vous les commentaires. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la guerre des yeux fermés, où certains disaient que c'était hérétique de parler des flottes ruches. Eh bien, à un moment donné, forcément, c'est pas cette foi aveugle qui va les protéger. Et du coup, les vaisseaux arrivent sur ce monde-là. Et même, en fait, quand les tyrannides sont en train d'attaquer les villes, eh bien, l'Ecclésiarchie dit non, non, en fait, c'est faux. Vous avez sans doute militarisé des xénoforces, des xéno-créatures, et en fait elles sont là pour justement nous faire croire que ce sont des tyrannides, mais non, ce ne sont pas des tyrannides, c'est vous qui êtes un traître et un hérétique, et vous avez été jusqu'à créer des bioformes pour nous attaquer. Bon, bien sûr, ça ne va pas faciliter la défense du monde, et puis je pense que ce monde-là il est là pour montrer que si vous n'avez pas une civilisation complètement unie sur une planète, eh bien on ne peut pas lutter contre les tyrannides, parce que cette planète, ce monde, ce secteur va tomber extrêmement facilement aux mains des tyrannides. Donc une seule façon de lutter efficacement contre les tyrannides, c'est de s'allier tous ensemble contre les tyrannides. Alors ça c'est vrai au sein de l'Imperium, mais ça va pas être vrai avec les Xénos, pas toujours en tout cas, parce que on va se retrouver à un endroit où vous savez, vous avez ces étoiles radioactives qui protègent un monde sanctuaire, et bien les tyrannides vont passer à travers, et ça va créer, et bien, alors au début bien sûr il y a l'espoir que peut-être ces radioactivités vont être néfastes pour les xénoformes, et que les tyrannides vont ne vont pas pouvoir passer cette barrière de défense naturelle, mais si, ils peuvent le faire, et c'est même pire que tout, parce qu'ils intègrent la radioactivité à eux, ça ne les tue pas, par contre, eh bien, ça propage en fait cette radioactivité, et dès que vous avez un soldat humain qui se retrouve ne serait-ce qu'en présence d'un organisme tyrannide, eh bien, les radiations le tuent quasiment instantanément, donc ça a renforcé de façon vraiment colossale cette force tyrannide. Alors vous me dites, bah là, du coup, ce monde-là, il va sans doute être broyé très rapidement, eh bien non, parce que vous avez aussi la force d'Orc, donc vous vous rappelez le Mouse boss de la flotte qui brille et des rocs qui brille, et bien lui aussi, il a décidé de traverser cet amas stellaire radioactif, et du coup, il s'est trouvé affublé de tout un tas de mutations. Donc vous imaginez des orques mutants. Alors, je sais pas à quoi ça peut ressembler, j'ai pas vraiment d'image. Il n'y a pas d'influence chaotique, hein, vraiment une influence radioactive. Et donc eux aussi, eh bien, arrivent et attaquent en même temps ce monde. Donc on va avoir encore une fois un combat tripartite où on va avoir l'Imperium qui lutte et contre les orques et contre les tyrannides, mais les tyrannides luttent eux-mêmes contre les orques, contre l'Imperium, et les orques c'est pareil, ainsi de suite. Et ce qui fait en fait un équilibre. Donc on a ces forces radioactives qui en plus, comme elles sont toutes les deux pleines de radioactivité, eh bien ce bonus qu'ont les tyrannides, il va pas être très efficace contre les orques, parce qu'au contraire ça les fait muter, ça leur donne un bras de plus pour pouvoir parer, porter un couteau en plus, que sais-je. Donc du coup on a voilà cet équilibre encore une fois dans la force.
Alors pour continuer sur l'adaptabilité des tyrannides, eh bien on va aller sur le monde de Castel où là en fait les défenses avaient eu le temps de se fortifier et ne laissaient vraiment passer aucun organisme tyrannide. Donc c'était là où on avait le plus d'espoir en fait d'arrêter justement cette vrille. Eh bien quand la force brute ne marche pas, les tyrannides passent par le côté psychique. Et donc, on a vu apparaître en fait de nouveaux types de bio-vaisseaux. Alors, on les appelle les lacérateurs mentaux. Bon, j'ai pas dit flagelleurs mental, j'ai dit lacérateurs mentaux. Et en fait, ils viennent avec des vaisseaux colossales qui ont une onde psychique négative qui viennent annihiler toutes les croyances, tout l'espoir que l'humanité peut avoir. Donc là où ils se rendaient, la paranoïa de terrifiantes assignations et des crises psychiques incapacitantes neutralisaient les équipages humains. Voilà, comme on ne pouvait pas les avoir par la force, on les a par le côté psychique des choses, et tous les organismes plus ou moins qui sont issus de ces bio-vaisseaux sont des psycheurs, ce qui fait que voilà, on va avoir une énorme cacophonie psychique, l'ombre dans le warp évidemment qui est encore plus puissante, et puis l'Imperium va essayer de lutter avec les psycheurs impériaux, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Alors pour terminer cette vidéo qui a déjà été bien longue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, eh bien on a un petit texte en fait, un combat justement avec Hageman. Hageman donc du coup est dans un cercle de protection avec ses Terminators et il essaie de protéger l'apothicaire. Donc là en fait ce qui est amusant c'est qu'on va retrouver toutes les figurines qu'on a dans la boîte Léviathan. Donc on va avoir le Librarian, on va retrouver tout ce que vous avez vu en fait dans la vidéo. Donc je peux vous mettre cette vidéo ici en même temps que ça va meubler un petit peu les choses. Donc vous allez avoir le Screamer Killer qui vient, le frère Redemptor qui lui met un bon coup de canon laser par-dessus les petites oreilles, voilà. Donc tout ça en fait c'est là pourquoi, c'est là pour vous présenter le fait que l'apothicaire il a un échantillon tyrannide. Alors on ne dit pas lequel c'est, on nous dit que c'est un échantillon tyrannide, voilà, il est encodé, on ne sait pas ce que c'est, enfin nous-mêmes on ne sait pas, et en fait c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les tyrannides qui les attaquent n'ont plus aucun sens tactique. C'est-à-dire qu'en fait, ils attaquent en masse sans penser à éviter les balles. La seule chose qu'ils veulent, c'est rentrer en contact avec l'échantillon et récupérer l'échantillon. Et ça, bien sûr, alors c'est extrêmement dangereux pour l'apothicaire qui le porte, mais c'est une grande force pour les autres parce qu'en fait, il suffit de faire un rideau défensif et en fait, les tyrannides n'attaquent même pas les Terminators qui le protègent. Leur seul but, c'est d'aller en avant jusqu'à atteindre l'apothicaire. Et bien sûr, Hageman et tous les autres Space Marines en profitent pour faire un petit peu la curée. Quand vous avez les Gaunes qui passent à côté de vous sans vous attaquer, c'est quand même beaucoup plus facile de les éliminer en masse. Et ça va être un atout pour les Space Marines suffisamment grand pour leur permettre de s'échapper. Donc, dans cette petite bataille qui opposera le contenu de la boîte Léviathan, vous pouvez savoir que Hageman, justement, réussit à s'enfuir. Et c'est là aussi, on se dit que la figurine de capitaine qui est disponible dans la boîte, même si elle n'est pas nommée comme étant Hageman, vous pouvez parfaitement la jouer et c'est même plus ou moins fait pour être joué comme la figurine du premier capitaine Hageman. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Alors là, comme vous l'avez vu, cette deuxième partie, elle est plutôt orientée sur mettre un fond, mettre une trame, mettre du corps et de la matière en fait dans le lore. Honnêtement, c'est vrai que c'est moins hallucinant que des révélations de folie, un nouveau dieu, une nouvelle entité, on ne sait pas qui c'est, etc. Mais en fait, c'est aussi important, je trouve, parce que c'est là pour mettre du corps. Si vous avez que des choses incroyables, en fait, on a du mal aussi, on prend de la distance vis-à-vis de la réalité de ce que peut être l'Imperium à cette époque-là. Et là, c'est vrai qu'on nous a servi beaucoup d'exemples de ce que c'est l'Imperium, de comment peuvent réagir les gouverneurs planétaux, chacun à leur façon, que ce soit soutenir, trahir aussi malgré tout. Donc ça donne du corps à tout ça, à tout cet univers. Donc voilà, cette vidéo était moins axée sur la révélation, mais plus vraiment sur donner une trame globale narrative. Voilà, maintenant je suis vraiment impatient de savoir ce qui va se passer dans cette troisième partie. Moi, ce que vraiment j'attends, c'est bien sûr Leontus, quel va être son poids, est-ce que vraiment il y aura un impact. Alors encore une fois, il y a toujours cette théorie assez malheureusement présente qui est que comme la figurine vient juste de sortir, il y a très peu de chances que ça se passe mal, donc Leontus va réussir à s'en sortir. Bon, après vous allez me dire, oui mais attention, il n'y a pas de figurine de Phalanx. Alors c'est vrai, il n'y a pas de figurine de Phalanx. Je sais qu'il y avait la Ramelli Star Fortress qui était sortie sur Battlefleet Gothic, qui pouvait s'apparenter à ce qu'on peut imaginer sur Phalanx. Maintenant, comme la figurine n'est pas sortie, peut-être que Phalanx peut y passer et
quelque chose qui est aussi capital que qu'un monde chapitral. Alors vous me dites oui, il y a la planète Sanctum avec les White Templars. Oui, ça c'est facile. Enfin, on peut raisonnablement imaginer qu'elle va y passer parce que elle a été pondue un peu pour ça, vous voyez, c'est souvent ce qui se passe, on vous met un personnage en avant, on n'a jamais entendu parler avant, bah du coup c'est d'autant plus facile de le faire mourir parce que au début de l'histoire personne ne le connaît, à la fin de l'histoire il est mort, voilà. Donc du coup vous avez quelque chose de cohérent, alors que quand on vient vous mettre du Léontus, c'est un peu plus difficile de le faire trépasser, voilà. En tout cas, eh bien, j'espère qu'on apprendra pas mal de choses, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et puis je vous rappelle que si vous me suivez sur Tipeee, eh bien vous avez une vidéo complète, sans pub, qui est globale, voilà, donc elle dure un peu plus de temps évidemment, mais bon, vous avez fait le choix de la regarder, donc voilà, comme ça vous avez le temps de passer l'aspirateur, le temps de faire la vaisselle, et puis le temps de vous prélasser. Allez, profitez bien de l'été, profitez bien de Warhammer 40 000, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.